Bonjour Christian Portal. Bonjour Lilou. Super sympa de m'avoir rejoint ici au Salon Zen de Paris. Voilà, c'était ma région, donc j'en ai profité aussi et je voulais aussi me rendre sur le salon, donc on a fait d'une pierre deux coups. Voilà, en effet. Donc vous avez écrit un livre sur la médecine écologique. Il ne s'agit pas d'un livre sur la médecine écologique, mais en fait d'un plaidoyer pour une médecine écologique. Donc si j'ai bien dit une médecine écologique, c'est que celle-ci n'existe pas à l'heure actuelle. Elle est simplement un concept que j'essaye de développer sur la même base que les notions d'agriculture conventionnelle et d'agriculture biologique. C'est-à-dire que l'agriculture biologique est une alternative, font partie des alternatives à l'agriculture conventionnelle. J'estime que les carences, les défauts de l'agriculture conventionnelle sont également les mêmes dans la médecine conventionnelle, ce qui justifie d'avoir des alternatives à cette médecine conventionnelle, donc des alternatives biologiques en quelque sorte, vers ce que j'appellerais une médecine là aussi écologique. Alors on en vient là parce que vous expliquez que en fait, aussi bien l'agriculture comme la médecine a évolué avec la chimie. Et on en vient à des produits qui sont vraiment pas sains finalement. Alors, non seulement les produits ne sont pas sains, mais ce sont les pensées qui sont malsaines. C'est-à-dire qu'en fait, en agriculture, le sol n'est qu'un substrat, c'est de faire pousser des plantes dessus. On ne s'occupe pas de l'état de cette terre, on ne s'occupe pas de l'état de la plante, il s'agit simplement de soigner en permanence. D'ailleurs, c'est Claude Bourguignon qui dit actuellement on ne fait pas d'agriculture, on fait de la pathologie végétale. Donc on soigne de la pathologie végétale et rien d'autre. Sans produits chimiques pour faire pousser les plantes actuellement en agriculture conventionnelle, il n'y a pas de récolte. Alors on est dans la même problématique en matière de santé, c'est-à-dire qu'effectivement les gens sont en mauvaise santé parce que finalement d'abord ça arrange énormément de monde que les gens soient en mauvaise santé, parce que ça permet de vendre des produits. Et donc c'est aussi une mauvaise pensée qui est à l'œuvre, parce que on va penser que les microbes, par exemple, sont nos ennemis alors qu'ils vivent avec nous et qu'ils font partie de notre coévolution. Donc non seulement ils vivent avec nous, mais ils sont peut-être en nous et à nous. Et les êtres vivants, petits ou grands, ont à vivre ensemble. Et pas les uns au détriment des autres. Et les microbes, les virus ou les bactéries ne veulent pas notre mort. Bah ouais, parce qu'en fait, il y a des contraintes. Il y a des contraintes, mais Alors les contraintes, par exemple en matière d'agriculture, on part sur une idée qui date en gros des années 50, qui est qu'on va avoir besoin d'une agriculture très performante pour nourrir les populations. Alors c'est à la fois vrai et pas vrai. C'est vrai en partie dans notre monde qui a choisi d'exproprier ses agriculteurs, qui a choisi de limiter le nombre d'agriculteurs. On remarquera que dans l'industrie c'est exactement la même chose, on limite le nombre de nos producteurs. C'est-à-dire qu'effectivement, on diminue la masse salariale pour continuer à produire plus. Sauf que la masse salariale, ce sont des gens qui consomment. Et donc, si demain, il n'y a plus de consommateurs, que fera-t-on de nos consommations? Rien. Donc, alors ça rapporte beaucoup pendant un temps donné très court, et puis à un moment donné, ça se casse la figure. C'est ce qu'on appelle ce que j'appelle moi dans des crises de rupture. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il y a une distorsion entre des fortes demandes et des peu de besoins, peu d'arrivées de l'autre côté ou l'inverse. Alors, sur les questions agricoles en Europe, on va dire dans le monde occidental, effectivement, on a réduit le nombre d'agriculteurs, donc il a fallu mécaniser, faire tout un tas de choses. Et en fait, on se rend compte que ces productions-là sont extrêmement peu satisfaisantes. C'est-à-dire qu'en fait, le niveau de productivité de ces formes agricoles sont extrêmement médiocres. Par exemple, à titre de comparaison, l'agriculture paysanne dans le monde, y compris dans le monde dit sous-développé, est 10 fois plus productive que l'agriculture conventionnelle. Ce qui veut dire qu'on a certes, avec peu de monde, une assez bonne productivité, mais par rapport à la terre elle-même, on a une extrêmement faible productivité. Donc il suffirait de remettre des paysans sur les terres, leur fournir de quoi, faire en sorte que leur production agricole leur permette de manger, ce qui n'est plus le cas actuellement. On le voit avec les producteurs laitiers, on le voit avec toute une série de paysans qui sont en train de vendre leurs terres ou de brader leurs terres pour pouvoir changer de métier, aller dans des espaces industriels dans lesquels justement on est en train de virer les gens pour gain de productivité.
Donc on voit bien que là on est dans une crise structurelle fondamentale et que la crise telle qu'on nous l'annonce actuellement, nous disant que cette crise est sur le déclin, c'est parfaitement faux. Ce n'est que le début d'une chose qui va être tout à fait dramatique, c'est-à-dire qu'on s'arrange pour mettre de plus en plus de monde au chômage ou à l'extérieur, en demandant finalement aux États de régler les questions. Les États d'ailleurs sont obligés d'emprunter, ce qui fait que les investisseurs, ceux-là même qui ont déjà gagné beaucoup d'argent sur notre industrie, nous reprêtent de l'argent pour pouvoir payer par exemple notre chômage. C'est extraordinaire comme ça. Oui, mais alors comment on casse ce cercle justement? Comment on revient vers des produits de qualité et des aliments qui deviendraient nos médecins, enfin nos médicaments? Alors, il ne s'agit pas en fait que la médecine et l'agriculture sont deux domaines totalement différents. Même si certains pensent qu'en s'alimentant convenablement, on peut éviter un certain nombre de problèmes de santé, c'est vrai. Néanmoins, il y a des gens qui sont malades pour des tas de raisons. Et l'important, c'est quand même de comprendre. On discutait tout à l'heure, hors micro, des impacts émotionnels sur la santé. Quelqu'un qui subit un impact émotionnel et qui, de ce fait, va faire une grippe, un rhume, une angine, voire même un cancer, parce que ça fait partie de ces choses-là, il faut bien le soigner. Il reste néanmoins que pour le soigner, on peut le soigner intelligemment, efficacement, et par des moyens qui ne tuent pas le malade en même temps qu'ils le soignent. Actuellement, en matière de cancer par exemple, les gens meurent des traitements bien plus qu'ils ne meurent de leur cancer, et bien plus vite surtout. Ça a été dit et annoncé par des tas d'auteurs, d'articles dans la presse mondiale, scientifique mondiale. Ce genre de choses est déjà connu maintenant. Donc en fait, il faut réensemencer la campagne et il faut réensemencer l'humain. Le problème, c'est que humain, c'est la même racine que humus, et on voit qu'on est sur les mêmes choses, c'est-à-dire que la terre est notre support, notre vie. On la maltraite. On la maltraite, c'est-à-dire qu'on maltraite. Alors, le problème, c'est que ça ne peut pas se décréter. On est dans un monde qui économiquement est extrêmement pressant, très violent, et on ne peut pas compter sur le fait que soit des politiques, soit des institutions, soit qui que ce soit, finalement, viennent changer cet état de goinfrerie des économistes, des financiers, des investisseurs. Enfin, ce monde-là est goinfre, il ne va pas s'arrêter de se goinfrer. Donc, votre message, c'est à nous? C'est à nous, individuellement, de changer nos conduites, et individuellement et dans des espaces collectifs réduits, c'est-à-dire l'espace d'un hameau, l'espace d'une petite ville, l'espace de ce qu'on appelle les AMAP, par exemple. En agriculture, c'est des associations de maintien de l'agriculture paysanne. Donc en fait, des associés se réunissent autour d'un agriculteur et soutiennent son activité agricole, et en contrepartie, ils demandent des pratiques saines par rapport et en même temps ils soutiennent économiquement cet agriculteur, et en contrepartie l'agriculteur les nourrit. Donc j'entends qu'il faut se rassembler, mais également il y a peut-être des choses qu'on peut faire au quotidien dans notre propre vie pour améliorer les choses. Alors en matière de santé, on est devant un gros problème, parce qu'effectivement il y a une offre de santé, une offre de soins de santé qui sont d'une part conventionnels, et dont moi j'ai fait la démonstration dans mon livre qu'ils sont très très problématiques, jusque et y compris dans les formes vaccinales qu'on veut nous imposer actuellement. Et on voit que là aussi, il y a des aspects, on militarise actuellement la vaccination, c'est-à-dire que les vaccinations supposément obligatoires, ou qui à un moment donné, dont on a pensé qu'elles pourraient l'être obligatoires et dont le gouvernement a pensé qu'elles seraient obligatoires, mais il a fait marche arrière, devaient se passer sous la responsabilité de l'armée. On voit également que la magistrature a subi des pressions considérables pour qu'on mette en place des lois d'exception pendant cette période-là. Donc on voit une forme de militarisation, une forme de dictature, de prédictature, ou tout au moins, alors justifiée par un état de crise, par un état sanitaire un peu. Seulement, et après, il faut juste vérifier que cet état sanitaire est vrai ou pas. Alors, il y a plusieurs axes. Premièrement, il faut que chacun s'informe très efficacement. C'est le sens de mon livre, c'est le but de mon livre, informer, réveiller les consciences sur ce point-là. Il y a des moyens très simples. Vérifier simplement qu'une information qu'on vous donne est plausible. L'information sur les produits, sur... Par exemple, au moment de la vaccination contre l'hépatite B, on a dit n'importe quoi. Sur la vaccination
Sur la grippe, on a dit actuellement n'importe quoi. Vous savez par exemple que sur la grippe, il y a une suspicion importante de syndrome de Guillain-Barré qui pourrait survenir avec la vaccination. Alors, les autorités diverses et variées, relayées par des médiateurs tout à fait zélés, vont expliquer que ce n'est pas très grave parce que c'est un cas sur 1 million. Et on a vu dernièrement au journal de 13h, Jean-Daniel Flézaquier, le chroniqueur sur France 2, nous annoncer tranquillement qu'il préférait risquer un syndrome de Guillain-Barré plutôt que de mourir de la grippe A qui fera, parce qu'il était affirmatif, 500 à 1500 morts, ce qui est déjà une fourchette extrêmement large, par million de personnes. Alors effectivement, 500, 1500 par million, ça fait beaucoup, mais on ne se rend pas bien compte. Il y a juste un chiffre à multiplier. Nous sommes 60 millions. On multiplie donc 500 ou 150, ou 1500, pardon, par 60, et on obtient une fourchette qui évolue entre 30 000 et 90 000 morts. Alors quand on sait que, la grippe saisonnière ne fait pas plus de 5 à 6 000 morts par an, que cette grippe est particulièrement peu mortelle, ce qu'on a vu dans tous les épisodes dans l'hémisphère sud et déjà chez nous, c'est une grippe qui ne fait pas de morts ou très très peu, il voudrait nous faire croire que d'un coup on va avoir presque 100 000 morts. Comment c'est possible, comment c'est raisonnable? Simplement, comment peut-on accepter que des voyous, il faut le dire comme ça, parlent aussi mal et essayent de nous avoir avec des chiffres tout à fait fallacieux. Donc ça, c'est particulièrement scandaleux. Cette grippe n'aurait rien en particulier d'extraordinaire ou d'anormal. On a un peu, les médias et les politiciens auraient peut-être grossi cette histoire de grippe. Existe-t-elle vraiment? Alors on peut se poser raisonnablement toutes ces questions. Néanmoins, le problème n'est pas tant qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas. Le problème, c'est qu'effectivement, on nous dit n'importe quoi. Ce chiffre-là, Et on gobe. Voilà. Jean-Daniel Flézaquier est un médecin qui a vraisemblablement des accointances à droite à gauche pour pouvoir affirmer ça, affirme une énormité. C'est-à-dire que si, au lieu d'être un médecin, il était un industriel ou un publicitaire et qu'il affirme ça, il se retrouvera devant la justice pour publicité mensongère. Voilà. Diffusion. Les autorités abusent. Donc, bien sûr, et sous couvert de science, on fait avaler n'importe quoi, n'importe qui. Or, on vérifie les chiffres, on les vérifie chez les uns, chez les autres, et on s'aperçoit que certains chiffres sont impossibles, que d'autres sont possibles. Moi, j'ai eu d'autres chiffres, par exemple, sur la grippe A. Au plus fort de la crise au Mexique, la grippe A n'a touché que 12% des grippés. C'est-à-dire que tout ce qu'on a appelé grippé, c'était des grippes saisonnières, sauf 12% qui étaient de la grippe A. Actuellement, où on est là encore dans un pic, je sais de sources sûres par les informations qui me viennent de Necker, de l'hôpital Necker, qu'actuellement on est à 10% de grippe A sur l'ensemble des grippes. Donc le reste, 90% sont des grippes saisonnières. Alors, déjà, les grippes saisonnières sont plus dangereuses que la grippe A, ça on s'en rend compte actuellement, et la grippe A elle-même ne touche que très peu de monde, alors qu'elle est supposée être très virulente, ce qui n'est évidemment pas le cas. Il y a que se poser des questions, en effet. Pourquoi cherche-t-on à nous faire peur? Pourquoi veut-on à tout prix nous vendre un vaccin? Etc. etc. Je n'ai pas les réponses sur ces questions-là, mais moi, ma religion est faite sur ce plan-là, et j'aimerais pas employer le mot religion, c'est un mauvais mot, mais en tout cas, ma conviction est acquise. Déjà, j'ai des méfiances pour les vaccins, des méfiances tout particulièrement pour ces vaccins pour les maladies saisonnières qu'il faudrait répéter sans cesse, mais là, plus que jamais, il ne faut pas le faire. Parce qu'il y a un mensonge. Alerte, alerte. En tout cas, merci beaucoup, Christian Fortal. Et son livre « Pour une médecine écologique », je vous recommande de lire ça attentivement pour découvrir les démarches. Vous parlez de démarches? Oui, je parle de démarche, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas tout à fait fini tout à l'heure sur les questions d'offres de soins. Alors, il y a des offres de soins qui sont catégorisées actuellement comme médecine non conventionnelle. C'est le terme exact qui est employé par le Parlement européen, qui a non pas légiféré, mais qui a émis un texte, une directive sur ce thème-là. Ça concerne 8 pratiques, l'homéopathie, le shiatsu, la médecine chinoise, l'ostéopathie, etc. Il y en a 8 dans le même ordre. Et il y en a bien entendu d'autres, la naturopathie dedans, d'autres pratiques qui sont de ce type, mais on s'aperçoit que ce sont des offres ciblées.
L'homéopathe ne fait pas de médecine chinoise, le médecin chinois ne fait pas d'aromathérapie, etc. Donc personne, tout ça c'est un peu étanche, avec des compétences qui sont très difficiles à percevoir et à évaluer. Certaines pratiques ont des capacités à soigner certaines choses, d'autres pas. Moi, j'ai plaidé dans mon livre pour ce que j'appelais des maisons pluridisciplinaires de santé, c'est-à-dire des espaces dans lesquels on serait reçu par un dispatcher, en quelque sorte, quelqu'un capable de vous écouter, de vous entendre, et ensuite de vous orienter vers là où les pratiques qui relèveraient de votre situation. Bien entendu, ces maisons pourraient très bien bénéficier de formes remboursées ou de formes subventionnées de façon à ce que les soins ne soient pas, comme ils le sont actuellement, trop onéreux. Mais en tout état de cause, ce serait infiniment moins cher que la médecine que nous avons actuellement. Et les premiers à l'avoir compris, ce sont les mutuelles qui, depuis déjà quelques temps, remboursent ces soins-là. Et s'ils les remboursent, ce n'est pas parce que ça leur fait plaisir, c'est parce que c'est rentable. Et c'est rentable, pourquoi? Parce que les résultats de ces soins sont infiniment meilleurs que les résultats des médecines conventionnelles. Surtout à long terme, mais après ça n'engendre pas, on ne rentre pas dans ces cycles. Et même sur le court terme, puisqu'un certain nombre de pathologies comme la grippe, le rhume, tout ça, sont soignées beaucoup plus vite. Une sciatique, une bête sciatique, allez, c'est soigné en 1 ou 2 séances, que ce soit par la médecine chinoise, en acupuncture ou par l'ostéopathie. On voit des gens qui traînent 6 mois une sciatique, qui sont pendant 4, 5, 6 mois en arrêt de travail, ça coûte autrement plus cher. Sans compter les infiltrations, sans compter qu'à la fin, on dit puisqu'on n'y arrive pas, on va opérer, on opère et on mutile. C'est une catastrophe absolue. Mais ça continue de fonctionner. Donc ça existe déjà comme ça, des maisons qui regrouperaient toutes ces médecines alternatives, ou c'est un projet que vous aimeriez bien participer ou engager? Quel est le but de ce livre? C'est aussi de faire appel? Bien sûr, c'est de faire appel. Non, ces maisons n'existent pas. C'est un pur fantasme de ma part. Je fantasme d'autant plus qu'il y a 2 grands obstacles. Premièrement, la séparation des pratiques médicales. Les médecins eux-mêmes ne se regardent pas par-dessus l'épaule. Ils ont un soin jaloux de ne surtout pas voir ce qui se passe chez l'autre. D'abord parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'être jugés. Ils ont peur de ne pas être à la hauteur. C'est dommage quand on a un but si noble que de vouloir aider et soigner les autres, d'être aussi tourné vers soi-même. Ils sont extrêmement inquiets. Ils ont raison d'ailleurs de l'être, parce que dès qu'ils dévient d'un axe autorisé ou conventionnel, ils se font assaisonner par les justices ordinales ou par la justice de l'ordre des médecins, qui n'est pas une justice d'ailleurs. On peut dire qu'elle est à la justice ce que la musique est à la musique militaire, en gros. Vous voyez, c'est à peu près ce niveau de... Oui, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas d'instruction correcte, il n'y a pas de... comment dirais-je, il n'y a pas de débat contradictoire. Les choses sont jugées, ce sont des tribunaux d'inquisition. Et pour exercer, un médecin a besoin de 2 choses. D'être docteur en médecine, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il ait l'aval du Conseil de l'ordre et qu'il ait payé sa cotisation à la Conseil de l'ordre. S'il ne paye pas sa cotisation, il n'est pas médecin. S'il n'est pas médecin, il ne peut pas soigner. Donc quel est votre appel aujourd'hui? Alors, mon appel, c'est que, essentiellement, les médecins non conventionnels, les praticiens s'unissent, commencent à se faire confiance et ensemble des actions à la fois de sensibilisation et des actions de soutien les uns envers les autres. Il y a actuellement des dizaines de médecins poursuivis par la justice pour des faits bénins ou des faits qui ne sont que des prétextes pour les empêcher d'exercer des pratiques appréciées par leurs patients mais contestées par les autorités médicales. Je demande que ces gens-là s'unissent pour le bien de leurs patients et que les patients aussi s'unissent, parce que souvent, une fois qu'ils se sont fait soigner, ils sont contents, ils s'en vont, ils oublient une espèce de solidarité qu'ils ont à l'égard de leur thérapeute et à l'égard des autres patients qui sont avec eux. Merci Christian.